Hello Baptiste, Voilà, ça va? comment ça va? Ça va et toi? Eh ben très bien. Je suis hyper contente de te recevoir pour cette première interview dans ce format-là. Peut-être pour dire deux mots avant que je te repasse la parole, le format, ça va vraiment être pour apprendre à te connaître, comprendre quels sont tes tips d'expert et puis savoir qu'est-ce que tu as fait à l'ISCOM et après l'ISCOM. Et donc voilà, pour commencer, est-ce que tu peux raconter d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je m'appelle Baptiste Louis, je suis réalisateur et producteur chez Acrobat Film. J'ai commencé par des études de géographie à Strasbourg et en fait, je me projetais pas du tout professionnellement parce que je voulais aussi faire des films au final. Du coup, j'ai fait l'ISCOM Strasbourg, puis une quatrième année à Paris. Pendant la quatrième année à Paris, j'ai pu créer une auto-entreprise, commencer à travailler pour des clients. L'ISCOM a été super cool sur le fait d'avoir des horaires un petit peu aménagés, de louper des cours des fois, pour que je puisse faire des tournages, etc. Donc ils ont été vachement cool et aidants à ce niveau-là. Ouais. Je les en remercie. Et puis à la suite de ça, j'ai créé une société en m'associant avec quelqu'un de Discom. Mhm. Alors ça a duré 1 an et demi. Et ensuite on s'est séparés parce qu'il avait envie lui d'autre chose. Et puis voilà. Et donc depuis, maintenant tu es dans la production, est-ce que tu peux nous raconter peut-être quelles sont, si on parle vidéo, quelles sont les grandes tendances que tu vois émerger dans ton métier? Alors, les tendances, elles suivent les outils technologiques. Aujourd'hui, je vous apprends rien, c'est le téléphone portable. Je crois qu'on regarde 1h40 de vidéos par jour, Ouais. chaque Français. Donc ça peut être du film, ou ça peut être de la pub, ça peut être de l'Instagram. Le contenu, il n'est pas forcément plus qualitatif, mais en tout cas, il est certainement plus spontané, Ouais. il est plus vivant et il est plus live. Et à côté de ça, il y a comme le pendant du film sensoriel, parce que le film se veut toujours émotionnel, mais ce qui est engageant en fait c'est la sensorialité Ouais. là-dedans, et ça a toujours été en fait. Mais aujourd'hui avec les moyens techniques qui se démocratisent de plus en plus, il n'y a plus besoin d'avoir un budget faramineux pour faire un film sensoriel. Si vous voulez vendre du champagne, c'est un produit qui est hyper sensoriel, le champagne. Les bulles du champagne sont caractéristiques, c'est la valeur ajoutée un peu du produit. Donc, si vous n'avez pas ce son, ce frétillement à l'oreille, et ben vous passerez à côté de quelque chose. Donc en fait, pour tous les produits, il y a une sensorialité, j'ai du mal avec ce mot, à réaliser, en tout cas à mettre en scène. Il y a des clients qui n'ont pas de budget pour la musique. Ah oui, on veut bien payer 5000 euros, mais on a 200 euros pour la musique, on va acheter du stock shot. En fait, c'est pas le bon calcul. J'essaye d'être un peu pédagogue sur la question avec mes interlocuteurs et de leur faire comprendre que la musique, c'est hyper important. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, je travaille toujours avec un compositeur qui fait de la musique à l'image, du sur mesure. Mes plus préférés, je me souviens d'abord de la musique en fait, Ouais. et où en même temps, je vois le clip pour Chrysler avec Eminem par exemple, en Mhm. 2009 ou 2010, je sais plus, ou Adidas, la campagne Original is never finished. Et ben Mhm. j'entends le remix de Sinatra en fait. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour l'appliquer concrètement? Tu vois, si quelqu'un demain te regarde et réfléchit à créer une nouvelle campagne, tu parlais d'immersion, de sensorialité. Là, ça passe par l'audio. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être des choses à mettre en place facilement, en fait, auxquelles on pense pas forcément, auxquelles tu pourrais penser comme tes tips d'experts pour qui sont facilement qu'on peut mettre en place assez facilement? Un film, pour qu'il soit réussi, c'est une belle image, un beau son et Ouais. puis une belle mise en scène. Le truc, c'est que pour un stylo, euh, on peut avoir un budget de 5 euros, de 5 millions d'euros. Mm. En fait, c'est le budget, c'est le client qui donne ce budget-là. Ouais. Euh, c'est une des premières questions. Il y en a qui comprennent pas. Je leur demande quel est votre budget. Parce qu'en fait, pour 5 euros, je peux prendre mon smartphone. Pour 5 millions d'euros, je peux peut-être pas avoir Ridley Scott, mais enfin voilà, je peux essayer de mettre les moyens pour vendre ce stylo. Ouais. Donc, tout est une question de moyens. Ouais. Euh, mais en effet, quand on n'a pas de moyens, il
il faut bricoler, mais on peut bien bricoler. Déjà, ça commence par allumer la lumière sur le côté, éclairer son sujet, essayer de mettre un peu de profondeur, de perspective dans la pièce de l'interviewé, si on fait une interview, par exemple. Dernière tendance, en fait, on parlait d'interview, et le truc, quand même, le troisième truc, c'est l'interview au long cours, avec des images d'illustration et des images de conception et de savoir-faire, en fait, où on veut en fait voir de la poussière dans un atelier, comment est fabriqué le produit, on veut que cette poussière va venir épaissir la lumière, on veut presque toucher la graisse d'un moteur. Donc ça, encore une fois, on s'approche de la sensorialité, mais c'est derrière un produit, on veut voir qui fabrique ce produit, on veut voir qu'il y a de l'humain derrière, on veut, voilà, c'est quelque chose d'assez humain, authentique ou sans filtre, en fait. Faut faire l'effort d'offrir une expérience émotionnelle et qui vaille le coup. On a envie de voir des belles publicités. Quand on parle de publicité, moi je suis réalisateur de publicités, mais aussi de documentaires et un petit peu de fiction aussi. Et ben, quand il s'agit d'une pub, on a envie de prendre cette chance, de dire ah ben voilà quand même ce qu'on peut faire pour une marque, raconter une belle histoire qui en vaut la peine. Et on regarde ça. Encore une fois, la pub est aussi noble que le cinéma quelque part, ou le documentaire. Si elle est bien faite, on s'en souvient toute sa vie, quoi. Et est-ce que c'est poreux justement entre le documentaire, la pub, le cinéma? Est-ce que tu as vu des inspirations de l'un et de l'autre, où chacun s'inspire de ce que fait l'autre, ou est-ce que les limites sont très bien dessinées? Non, c'est poreux comme tu dis, parce que justement, dans ce format un peu interview long cours, dans ce format où on va venir filmer des employés dans leurs ateliers qui conçoivent un produit, par exemple, là on est très proche du documentaire, de quelque chose d'authentique et d'humain. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au documentaire artisanal. Après, le documentaire lui-même est poreux par rapport au cinéma. Il y a des réalisateurs de documentaires qui mettent en scène et qui trichent sur beaucoup de choses, comme Werner Herzog, par exemple, qui met en scène littéralement et qui scripte, en fait, tout son documentaire. Donc ouais, en parlant de documentaire, je crois que tu as fait des gros documentaires avec Thomas Pesquet. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors, non, parce que avec Thomas Pesquet, c'était une publicité. Ah mince! Alors, deux choses différentes. Thomas Pesquet, c'était une pub pour Aviation sans frontières. Pub télé où Thomas annonçait son parrainage de l'ONG. C'est de loin la plus grosse pub que j'ai faite, où on était une petite vingtaine de techniciens, où quand même une certaine pression, parce que Thomas Pesquet, il t'accorde 3 heures de tournage sur le papier, mais en fait, il s'est tapé des bouchons pour arriver à l'aéroport, là où on tournait. Et du coup, on l'a eu qu'1h30 avec nous sur le plateau pour tourner 2 scènes, dont une qui était dans les airs. Donc, fallait faire décoller l'avion, faire atterrir. Donc, c'était très touchy en termes de planning. Déjà qu'un tournage, tout le monde est stressé et personne n'a le temps. Bah là, c'était encore pire. T'as Thomas Pesquet qui t'accorde quelques heures, donc faut en profiter. Et voilà. Est-ce que justement ce côté sensorialité dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il s'applique dans ce que tu as fait avec la publicité de Thomas Pesquet, ou est-ce que tu le gardes plutôt pour du documentaire? Mon but, c'est de le mettre partout, mais tu peux pas toujours en fait. Ça dépend. Par exemple, pour ma série de documentaires qui est justement sur l'artisanat, la sensorialité, elle est assez simple. C'est de l'artisanat textile, donc vous allez toucher le produit. Il y a quelque chose qui... il y a le toucher, il y a le visuel, il y a l'auditif par les machines qui travaillent, etc. Alors que, par exemple, pour la pub avec Thomas, le film, c'est simplement Thomas qui fait des colis et qui prend l'avion pour les apporter quelque part dans le monde. Mais la sensorialité, du coup, on va la jouer beaucoup plus sur la musique, sur la mise en scène, sur la graphie des plans. Donc ça dépend, tes leviers de sensorialité vont être différents selon le format et selon le contenu, le sujet. J'en profite pour rebondir sur ta question de tout à l'heure. La sensorialité low cost, on peut l'avoir, mais ça dépend de quel sujet, en fait, finalement.
une interview, c'est difficile de la rendre sensorielle en soi si on n'a pas des images d'illustration, si on n'a pas un décor qui appelle au son, à quelque chose. Il y a aussi dans la prod tout ce côté concept créatif que tu vas trouver en amont et ensuite tu vas l'appliquer avec les différents leviers que tu as, l'audio, l'image, la lumière, et tu vas choisir dans ta boîte à outils ce qui permet de servir ton concept créatif. Exactement. Et puis encore une fois, en accord avec le budget du client, Toujours. de l'agence ou voilà, ou du sujet. Bon, bah merci mille fois. Et on se rappelle vite alors. Yes, sur ces belles paroles. À plus tard. Salut Ciao, Baptiste. Ciao.